Oh là là, ça va être pénible. J'ai pas envie de la faire, celle-là. On n'a pas le choix, mec. On fait une vidéo par mois. Ouais, Faut se c'est bouger. pas faux. Allez, on y va. 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue dans cette critique sauce 30 Takes de Mandalorian et Grogu. Je suis déjà en train de spoiler un peu ce que je pense du film. Là, Oui, là, je crois que tu es déjà en train de Non, commencer. Évidemment, on est allé voir hier Mandalorian et Grogu et on a décidé d'en parler un peu parce que Star Wars, c'est quand même un sujet qui nous passionne. Le monument Star Wars, faut en parler quand même. En fait, c'est marrant, ça ne passe pas inaperçu. Malgré la crise, parce que c'est comme Marvel, hein, c'est... Oui, c'est un moment un peu complexe pour Star Wars quand même, on va pas se mentir. Ouais. Mais ça reste Star Wars, il faut en parler, quoi. Au cinéma en plus. Voilà. Déjà, est-ce que tu veux me parler un peu de ta relation, si elle existe, avec Star Wars? Alors, ma relation à Star Wars, moi, elle est très simple, c'est les films et rien d'autre. Les 9 films maintenant, bon, j'ai envie de dire plutôt 6 et d'en oublier 3. À vous de choisir lesquels j'oublie, mais la vérité, c'est que c'est les derniers. Et ça va pas beaucoup plus loin, je suis pas un fan hardcore de Star Wars du tout, j'aime bien les films. Et c'est à peu près tout en fait. Et Mandalorian, j'ai regardé la série avec grand plaisir. C'est la seule série Star Wars que j'ai regardée. Et j'ai trouvé ça super chouette parce qu'il y a un côté très pas prise de tête. Il n'y a pas de grands enjeux quoi. C'est très sympa, c'est très sympa. Et toi? Bah moi de mon côté, j'ai grandi avec Star Wars. Genre j'ai vraiment vu 4, 5, 6 quand j'étais gamin. Je voulais être Luke. Je me rappelle, je faisais la scène du 6, tu sais, au moment où il est sur le petit bateau de Jabba le Hutt là. Ouais. Où il fait le plongeon, il revient. Je m'amusais à faire ça sur mon lit, tu vois. Donc on va très très loin. Je suis allé voir l'Attaque des clones et la Revanche des Sith au cinéma. Alors, je peux dire que l'Ordre 66, quand t'as à peu près 13 ans, faut se le tanker. Hein. J'ai eu la chance d'aller à Orlando il n'y a pas très longtemps, là où les rêves prennent vie. Hein, et le diabète aussi prend vie là-bas, je crois. Ouais, alors ça, il y a les deux choses. Il y avait mes larmes devant le Faucon Millenium et le diabète. J'en ai pris qu'un des deux. Et non, et je suis très très attaché à la licence. Je suis pas un fan hardcore non plus, Okay. parce que je sais qu'il y a énormément de choses. Et Mandalorian, bah, j'ai beaucoup aimé, parce que j'avais regardé un peu tout ce qui se faisait en termes de séries. Moi, il y en a deux que j'ai aimé. Obi-Wan, qui est un peu moyen, on va pas se mentir. Et Mandalorian, j'ai bien aimé. Voilà. Donc, je pense que j'allais au cinéma avec un peu d'attente. Là, pour le coup, j'avais peut-être un peu d'attente. Alors ça c'est marrant parce que toi t'avais des attentes. Moi j'avais pas d'attente mais juste j'aime bien le perso et j'y suis allé dans un bon mood. Ça fait plaisir. Mais pas des attentes. Ouais, ça fait plaisir de voir ce personnage au... Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc bien évidemment, critique en deux parties. La partie Bon. no spoil évidemment, parce qu'on n'est pas cliché nous la casse. Et une partie spoil où là, bah, on donnera vraiment notre avis de but en blanc. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de tout ce que nous on pense en commentaire, parce que bah, nous on aime les débats. Allez, parti no spoil. C'est parti. Hey, never touch the buttons. Partie no spoil, donc si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez écouter tout ça sans souci, on va rien divulgacher en parlant en bon français évidemment. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu, c'est qui le Mandalorian en fait? Moi j'ai vu les deux premières saisons quand elles sont sorties, donc il y a quand même quelques années, Ça il y a au remonte, hein, moins 2-3 ans. Et j'ai regardé la saison 3 ce week-end. Et je n'ai pas vu le dernier épisode. Donc fait intéressant parce que j'ai pas la jonction, parce que j'imagine qu'il y a une suite logique, même si le dernier épisode, je le devine. Mais pour résumer vraiment très rapidement en une ligne, et s'il faut me corriger, vous savez où est l'espace commentaire. La première saison, bah, on raconte juste l'histoire de Mando, donc qui est un Mandalorien, d'un clan qui a été un peu décimé par l'Empire, on va dire, qui a vraiment été mis à mal par l'Empire, et qui en fait bah, est juste un chasseur de primes, donc fait ses missions, jusqu'au jour où il est mandaté pour une mission un peu particulière qui est de récupérer un enfant de petite taille, vert. Je pense que vous voyez très bien de qui je parle. Et en fait, bah, il apprend au fur et à mesure que cet enfant a peut-être beaucoup plus d'importance qu'il n'y paraît, parce que bizarrement, ce qui reste de l'Empire aimerait le récupérer. Et c'est là où on a l'introduction de l'antagoniste de la série, à savoir Moff Gideon. Très fort de Sanetsu, très Moff très fort. Gideon. Voilà. Gus Fring. Ouais, qui fait du poulet. Moff Gustring, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. En saison 2, eh ben, évidemment, la mission va beaucoup plus loin parce que bah, Mando s'attache un peu à l'enfant et l'enfant s'attache à Mando. Et ça détaille un peu bah, qui est cet enfant. Et on apprend qu'il s'appelle Grogu, qui maîtrise la force. Et que l'idée, c'est de le ramener bah, auprès des siens, en fait. Ouais, la saison 2, c'est un peu donner une destinée à Grogu. Qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant avec un gros C'est potentiel, ça. quoi. Parce qu'il faut quand même pas oublier que L'enfant HPI, quoi. c'est littéralement l'enfant HPI. Qu'est-ce qu'on fait du zèbre? Sachant que c'est après l'épisode 6, mine de rien. Et il y a tout à reconstruire. Des deux côtés, au passage. Oui, c'est vrai. Que ce soit côté Empire, qui Ouais. s'est fait décimer, comme côté République, qui est la nouvelle République et qui patauge un peu. Et la saison 3, pour le résumer, c'est littéralement autour de Mando, parce qu'il doit se faire réhabiliter dans sa tribu, parce qu'il a enlevé son casque. Le casque gate. Le casque Gate, évidemment, Bien sûr. et on en parlera. Ouais. Et après, évidemment, reconquête ultime de leur planète d'origine, à savoir, c'est Mandalore. Mandalore.
tout simplement. Et donc très intéressant parce que c'est la réunification de toutes les tribus, de comment on fait, enfin ils partent à la conquête de leur planète. Ah oui, au passage, j'en profite, c'est après l'épisode 6, sachant qu'on n'a plus eu de Star Wars au cinéma après. Remise en cause de la... L'analogie, L'anal. Ouais. Ouais. voilà, Ray Skywalker, que les choses soient claires. C'est une hallucination collective. Nous avons halluciné de 2017 à 2019. Donc, je vous propose qu'on se mette d'accord. C'est une hallucination collective. Star Wars 7, 8, 9 n'existe pas. Telle est la voie. Très bien. Moi, ça me va très très bien. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Et le film, si on résume, bah, en fait, c'est littéralement la suite directe en quelque sorte de la série. Vraiment direct. Et en fait, Mando est mandaté par les rebelles, par une base rebelle en fait, par le colonel Ward. C'est son nom, je sais pas. C'est le colonel Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, voilà. On va l'appeler comme ça. comme Hein, ça. j'ai pas retenu le nom, pardon. Qui lui mandate pour une mission un peu difficile. Et bah, t'en as pensé quoi, de but en blanc là? Vraiment sans spoil. Sans spoil, bien sûr, ouais. Bah écoute, sentiment très bizarre moi, sur ce film parce que il est vraiment coupé en deux parties. J'ai même envie de dire, je me place le mot tout de suite, en deux épisodes. Il y a vraiment cet esprit de deux épisodes de la série qui seraient collés pour faire un film. Et en fait, il y a un épisode qui est bien meilleur que l'autre, à savoir le premier qui est meilleur que la deuxième partie. Les 50 Ouais. premières minutes. Ouais, où franchement, sans rien dévoiler, c'est beau, c'est bien écrit, c'est du Mandalorien pur jus, avec ce style que moi j'aime beaucoup en fait. C'est pas des problèmes de pas un enjeu politique, galactique. C'est pas un enjeu galactique. Et c'est pas ce qu'on veut avec Mais Mandalorian. limite, c'est bien. Ouais, et Ça c'est fait très plaisir de se dire, bah, dans Et un c'est coin très bien. un peu hors bordure, Ouais. dans la bordure extérieure, bah, il se passe d'autres trucs que c'est qui? C'est l'Empire ou la République les plus forts? Bah, on s'en fout, Maintenant, en fait. Il y a des enjeux de. Ouais, c'est bas ça, à niveau. toutes les échelles. Maintenant, le problème, c'est que là, on est au cinéma, et moi, ça me pose un petit souci d'être sorti de la salle, et en fait, que t'aies vu ou t'aies pas vu le film Mandalorian avec Grogu, je pense que tu reprends la saison 4 quand elle sortira, rien n'a changé à ta vie. J'ai l'impression d'avoir vu un filler dans un manga. Ouais, exactement. Littéralement. Très bonne. Très bonne Littéralement. comparaison. Donc, si vous vous attendez à voir de l'évolution, vous allez être déçu. Par contre, si vous voulez voir un épisode très bien produit, XXL de Mandalorian, c'est un super épisode. C'est très beau et sur grand écran, il y a des plans qui Ouais, jettent tout ce qui est dans l'espace. Dès qu'il y a un vaisseau, c'est super beau. C'est Donc, très chouette. Expérience chouette, mais encore une fois, le cinéma, ça oscille entre 8 si vous allez dans un indépendant et un petit indépendant, à 15-20 balles selon où vous allez. On paye pour une expérience et pour avoir des émotions. Je pense que c'est ça le but même du cinéma et du grand écran. Là, on va pas se mentir, c'est comme tu l'as dit, c'est deux gros épisodes de 2 heures qui se collent. Si vous voulez voir l'évolution de la série en me disant putain, qu'est-ce qu'on va découvrir? Pas grand-chose, sincèrement. Par contre, si vous dites, allez, c'est un pur kiff, on a aimé la série, c'est notre rituel familial ou amical ou à moi seul, et je veux prolonger l'expérience, ça vaudra ces 15 balles, ne serait-ce que par la beauté des plans. Par contre, en termes d'émotion, ça, c'est une autre histoire, et c'est peut-être une bonne amorce pour la partie spoil. Let's go. Hey, never touch the buttons. Et partie spoil. Alors là, c'est pas compliqué. Si vous n'avez pas vu le film et que vous avez comme projet d'aller le voir, Faut se barrer. cassez-vous. On vous regarde, on attend. Parce qu'en plus, vous vous barrez, vous allez voir le film et vous revenez. C'est très magnifique. Pas qu'un physique. On va balancer des noms, des actes, enfin, tout ce qui s'est passé. Tout. Donc, vraiment, dernier tout. avertissement. Cassez-vous. Sinon, je vous spoil Outer Wilds. Je vais le faire. Terrible. Alors ça c'est être maléfique. Ça, c'est être de l'Empire, ça. Je préfère que tu m'étouffes en faisant ça à 3 km de moi que tu me spoil Outer Wilds. Bon, d'ailleurs, en parlant d'Empire, ça commence très mal. Genre, le premier écran, il m'a un peu fait peur. Alors, c'est pas le fameux L'intro. texte jaune, Mm. c'est vraiment... c'est Star Wars-esque, le texte, mais le coup de... Il y a les méchants empires et il y a la gentille république qui est de retour et qui essaie d'instaurer le bien. J'étais en mode... C'est tout ce que je veux pas. Bah, revenons un peu déjà sur cette intro rapidement. Moi, je suis un peu d'accord avec toi. Je pense que Star Wars n'arrivera jamais à sortir de ce manichéisme qui est vraiment imbouffable à un moment. Après, faut quand même le rappeler, on est après l'épisode 6, mais il y a l'apostat qui arrive. Donc forcément, tu peux pas.
il casse les couilles. Ah oui, l'hallucination collective. Hallucination collective. Non, mais c'est un peu tout le problème, c'est que replacer des choses à l'emporte-pièce entre cet épisode et celui-là, ça fait qu'en fait, tu sais déjà où on va aller puisque tu connais la suite. Et bah oui, la Nouvelle République doit prendre ses marques pour ne pas exister dans la suite et qu'une planète explose et toutes ces conneries. Ouais, c'est. Enfin bref. Donc on reprend avec Mando qui travaille pour la Nouvelle République. Littéralement. L'intermittent En de indé. la... En indé. C'est un freelance. Ouais, c'est un freelance. littéralement le freelance de leur. Juste, la base just rebelle. freelancing en fait, il fait des factures et tout, enfin bon, une compta simplifiée je crois Mando. Ah. Et donc il va avoir cette mission d'aller trouver Janu, L'Atlético Janus. l'Atlético Janu. Non, c'est Lord Janu, je crois. Lord, ah oui c'est vrai, c'est le lourd. Ouais, parce que c'est problématique. Ils n'arrivent pas à savoir l'Empire, ça a été détruit ou pas, la République, elle s'instaure ou pas. En fait, et c'est là où Star Wars s'est piégé dans son propre manichéisme, Ouais, non, t'as bien. postologie, Ah ouais. analogie. Et- Non mais en vrai c'est ça, c'est parce que y a les méchants et les gentils, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et d'ailleurs dans la saison 3, c'était expliqué. La Nouvelle République, elle sait pas quoi faire. Dans des cas où des planètes en bordure extérieure qui n'ont pas adhéré au système se font attaquer et demandent à l'aide, la République elle est en mode, qu'est-ce qu'on fait ? De base on est les gentils donc on devrait aider tout le monde. Ah oui mais ils sont pas dans notre analogie. Fédération. Confédération. Donc du coup, non. Et en fait, ça c'est bien parce qu'il y a des nuances. C'est dur d'instaurer une nouvelle démocratie, un nouveau parti. C'est difficile. Et là, l'Empire, on ne sait pas trop. Il y a des seigneurs impériaux. Hein. Oui, Parce que en Lord tout cas, Janu, Lord Janu, c'est littéralement... qui se cache. L'idée c'est qu'il se cache et qu'il faut les débusquer. Voilà. Mais oui, en fait, c'est très prétexte, quoi. C'est vraiment, bon, comme nous, on n'arrive pas à prendre le pouvoir et à instaurer la Nouvelle République, en attendant, on passe le balai quand il y a de la poussière. Là, on a, regarde, on a tout un paquet de cartes, littéralement, c'est représenté comme des paquets de cartes. On a des cartes à collectionner Panini d'empereurs qu'on veut retrouver. C'est vraiment, tiens, choisis ton collabo et va le chercher, tu vois. Et, Michel Balak Il est plus en activité, Michel Balak, ça va être compliqué. et donc, Mando tire la carte Janu, en fait, et doit retrouver Lord Janu. Ce qui va l'amener sur tout un barzouing en lien avec les Hutt. Ça, j'avais bien aimé. Et ça, j'ai trouvé la ça jonction avec l'épisode 6 direct, Ouais, ça c'est cool. Ça faisait plaisir. Ça ça c'est faisait cool. plaisir. Et ça va nous permettre d'introduire assez rapidement Rota, qui est le fils de Jabba le Hutt. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça très cool, parce que même si je suis pas plus attaché que ça à Star Wars, il y a quand même des références qui marquent. Jabba le Hutt, ça marche. Et donc, avoir son fils qui, en plus, a cette posture qui n'est pas celle à laquelle on peut s'attendre, puisque on nous refait une petite phrase quand même sur « Attention les Hutt, tu vas devoir négocier avec eux, c'est que des ordures, des pourritures, ils sont fourbes. » Ça, c'est cool, ouais. Et donc Rota, on s'attend un petit peu à ça, et finalement pas du tout. Rota ne veut pas du pouvoir de son père. Il veut pas retourner chez lui, en fait. Ne veut même pas retourner chez lui. Il veut être libre, et c'est à peu près tout ce à quoi il aspire finalement. Ouais. La liberté. Et sa voie, c'était de se battre un peu comme un gladiateur. De Ouais. se battre dans les arènes, il lui restait un combat à faire. Pourquoi s'emmerder à défier, entre guillemets, son employeur ? Parce que c'est ça, hein, Lord Janu, c'est un peu son... Il lui doit des thunes. Il lui doit Son créancier. son créancier, t'as raison. Et ouais. Et en fait, ce qui était très chouette dans cette... Parce que c'est les 20 premières minutes, hein, c'est qu'on instaure déjà des intérêts de chacun qui sont en contradiction. Il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, il y a juste des personnages plutôt bien écrits qui ont leur propre intérêt. Et là, c'est ça. Là, c'était cool. Et là, on se dit... Qui plus est sur la planète, la lune pardon, de Shakari, que j'ai trouvé plutôt sympa visuellement. Ouais, C'est les bas-fonds, c'est pas Coruscant. c'est pas Coruscant. C'est pas Coruscant. Parce que c'est vrai que ça, tu avais fait la réflexion, c'est qu'au bout d'un moment, on a vu toutes les typologies de planètes qui existent. Moi j'ai un problème avec Star Wars, c'est ça, c'est que planète désert, planète neige et Coruscant Et volcanique. et volcanique, et après tu tournes et tu fais des dérivés de ça, Là, tu pour rajoutes le une coup- jungle, et moi j'en peux plus de ces archétypes, et celle-là elle m'a surpris. Mais toutes, en fait, hein, elles sont... Et à peu elles près ont- toutes en elles fait ont ouais, une- dans le film. Franchement, elles ont une petite authenticité où si tu mets juste des images de chaque planète, tu serais... Bon, si t'es fort, tu vas dire « Ah putain, c'est telle planète », mais tu serais capable de dire « Ah, c'est marrant, ça, c'est pas Coruscant. » tu vois. Exactement, ouais. Et ça, c'est bien réussi. Exactement. Ça, c'est super Ça réussi. c'était vraiment pas mal. Donc Euh, toute cette partie en fait sur la lune de Shakari, c'est vraiment bien. C'était un bon C'est moment. vraiment chouette, c'est un C'était très bon moment. Ça me rappelait un peu l'épisode du 2 où justement ils sont sur Coruscant au début avec les fameux bâtons de la mort, machin. Eh ouais. La même ambiance. Un peu ouais. Et Un peu. parce que Jusqu'au enquête, climax c'est justement marrant. de l'arène. Ouais, en fait c'est marrant, une enquête. Une enquête. Et les enquêtes, ça marche vraiment bien avec Mando. Ouais, parce que Le perso est fait pour ça. son credo c'est pas de tirer à tout va. Justement, Eh il le dit lui-même, la violence c'est en dernier recours. Et là, il fait un travail d'enquête qui est agréable à regarder. Exactement, ouais. Exactement. Mais les personnages rencontrés sont cool. Je pense au petit vendeur de churros ou je sais pas quoi. c'est Il est rigolo. très cool. Et tout ça va nous amener justement au climax, qui est la scène dans l'arène, avec Rota, putain, allez, c'est la première où je me trompe. Avec Rota et Mando qui vont devoir s'affronter.
Sauf qu'ils n'en ont pas envie. Bon, voilà, les enjeux sont posés, sont plutôt intéressants. Et franchement, cette scène, je l'ai trouvée très cool pour une raison particulière, c'est que j'aime beaucoup le chara-design des monstres de Star Ouais. Wars, et spécialement dans cet épisode, il y en aura pas mal au Bah. fil du film. Je les trouve plutôt Et chouettes. bah ça et le fait que putain, on a vu un Hutt se battre. Et on a Et vu ça- un Hutt se battre. Et ça marche. Ouais. Parce qu'on les voit, enfin excusez-moi, Jabba, on s'est pas dit dans le 6, ah lui c'est un gros guerrier. Lui. Non, non. On s'est juste dit, lui c'est un gros. Voilà. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai. faut Mais le dire. c'est vrai que bah, les mouvements et la manière dont Rota se bat, ça fonctionne très bien. Et même on se dit, ah il est Il fort. est fort. Il est fort. Il est vraiment fort. Je comprends pourquoi les Hutt font peur. Et bien exactement. J'avais besoin de le comprendre. Et ben exactement. Donc Et ça, c'est il fallait à la technologie. Je comprends que voilà, c'était pas possible. Parce que c'est vrai que ouais, c'est très bien branlé. hein. C'est Les full CGI, mouvements, les évidemment, machins, ça marche très très ça bien. marche bien. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, je sais pas si t'as remarqué, mais l'arène, ça fait le jeu auquel il joue dans le Faucon Millennium. Ah oui, ah putain, oui. Alors non, j'avais pas du tout. En Moi, fait, je- eh ben, c'est petit clin d'œil. Mais Alors, c'est- ça doit c'est avoir un Favreau. nom, Ça ce c'est truc. Favreau. Ça c'est Favreau. C'est sûr que ce nom a un. Il doit avoir- le jeu doit ce avoir nom a un jeu. Ce nom a un jeu. Ce nom a un jeu. C'est des petites rêves comme ça qui font plaisir. Ça, c'est très Favreau. Ouais. Parce que ça a été réalisé par Jon Favreau, qui est entre autres le réalisateur d'Iron Man, de Cowboy vs Envahisseur. Bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est surtout le garde-fou des licences. Et là, pour le coup, c'est ça qui est chouette. Pendant les 50 premières minutes, c'est fait par un mec qui aime bien Star Wars et qui veut le pérenniser. Donc, il a des petites rêves à droite à gauche. Et celle-là, je l'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, Ouais, je qui suis sont, même sûr que tes monstres, qui sont très réussis, sont inspirés du jeu du Faucon. Bah possible quoi. Ouais. Ça, j'en suis Possible. sûr. Vous me direz. J'ai besoin de Les savoir. connaisseurs, J'ai besoin de on savoir. dirait. Mais très réussi en tout cas. Pour Ouais, l'instant. franchement, toute cette partie, il n'y a pas grand-chose de négatif à dire. Je vais même rajouter un point positif sur la musique, qui est vraiment chouette. Et le compositeur, alors j'ai pas le nom, Ludwig Ludwig Göransson. Ou Je crois que c'est Göransson, ça. ou Ludwig Postotologie. Postotologie, Non, voilà, c'est Ludwig Göransson avec un tréma sur le haut. Qui Göransson. qui fait déjà, il faisait déjà la musique de Mandalorian. Oui. Et du coup, il reprend le rôle pour le film. Ouais. Et je connais pas toute son œuvre, mais j'ai trouvé qu'il a réussi. Déjà dans Mando, dans Mandalorian, ça marchait bien. Il a instauré Mais un là, truc il- très reconnaissable. Ouais. Et là, Ouais, d'autant vraiment. plus, je trouve qu'il met sa patte. Et typiquement, la lune de Chakari, tu arrives sur de la synthwave. Et ça, c'est cool. Et en fait, la synthwave, c'est hyper, c'est spacey de fou. Et on l'avait jamais eu dans Star Wars, à ma Et connaissance. ça marche. Et ça marche très bien. super C'est bien, pas quoi. forcé. Bah, Ludwig Göransson, qui a notamment fait la BO de Creed, il a fait plein de trucs. Je Ok. crois qu'il a même fait Sinners. Ah, tu vois, il a vraiment fait plein de Ah trucs. ouais, ouais. Bah là où la musique est vraiment un élément très important, bah, il est là. Et il est très très fort pour prendre un thème des années 70-80 qui a vraiment marqué, que ce soit Rocky ou Star Wars, et il est très fort pour le remodeler un peu à sa sauce. On comprend qu'on est dans Star Wars, mais on n'est plus dans les films. Là, on est ailleurs. Le mec arrive à nous transporter ailleurs, et là, c'est les musiques, gros point fort. Ouais, ouais, Gros point franchement. fort du film. Et c'est con, mais un film sans musique, qui plus est un Star Wars, si tu foires tes musiques, C'est un peu coup dur. et là, bah, c'est beau et ça a des bonnes musiques. Donc je peux vous dire qu'il y a des moments, bah, les fameux 15 balles, ok. Là, c'est ok. Là, c'est ok. Mais le problème, c'est que voilà, là, on a parlé finalement que de ce qu'on appellerait le premier épisode, qui marche Les bien. du 50 coup. premières minutes. Et c'est après que c'est plus compliqué, avec cette deuxième partie qui commence avec la capture de Rota, et Mando qui retourne chez lui et qui va se faire attaquer par ce chasseur de primes très cool au demeurant. Pue le charisme. Il pue le charisme, C'est franchement. la scène, orage, pluie. Orage Farming, la team. Ah ouais, orage, enfin, postotologie. Non, mais vraiment, là, tu t'es dit, ok, on passe en deuxième partie. Et en plus, c'est la première fois où je me dis, bah, Mando, qui semblait vraiment invincible jusque-là, bon, au-delà du fait que c'est le protagoniste, là, il y a plus fort que lui, parce qu'il est très fort. Hein. Il arrive à le capturer en 2-2, quoi. Ouais. C'est- Chez Mando. Chez lui, en plus. Il est sur le terrain de Mando. Il est pas à domicile, et pourtant, le il gâté, et... Ah, il le déglingue. Ah ouais, il l'outsmart complètement. Ah, quoi. ah, donc, très chouette. Ce moment-là, c'est la cheville justement entre ces deux passages, Ah, littéralement. qui marche toujours bien du coup. Ah ouais. Et par contre, on va plonger dans la deuxième partie où Mando se fait capturer, se fait ramener chez les Hutt, donc qu'il a trahi en ne ramenant pas Rota. Et là, le film va d'un coup se baser beaucoup sur Grogu, qui lui n'a pas été capturé et qui se dit je vais devoir sauver Mando, c'est à mon tour d'agir, donc on le voit s'équiper, blablabla, et partir sur la planète des Hutt pour aller sauver son papa. Et franchement, cette partie, ça marche beaucoup moins bien. C'est long. Moi, j'ai trouvé ça vraiment assez long, la deuxième partie. Et d'ailleurs, dans mon Migo, vous vous rappelez, il y avait deux trucs que je voulais pas. Et le premier, c'est le comic relief de Grogu. Donc, en gros, le fameux personnage qui est juste là pour l'humour. Et c'est con parce que en première partie, l'humour Grogu, ça fonctionnait. C'était bien distillé. Très ponctuel, Ouais. ça allège un peu le truc. Ouais. C'est chouette. Et puis, en plus, Grogu était utile.
Tu vois, et dans l'émission, il permettait d'infiltrer, d'ouvrir des portes, chose que Mando n'aurait pas pu le faire tout seul, ou alors il aurait contourné. Par contre, dans la deuxième partie, c'est long, c'est chiant, et je voulais pas ce fameux comic relief de Grogu qui fait des gags à tout va, parce qu'en fait, il ne parle pas, il est petit, il se déplace très lentement, c'est chiant quoi. Et ben en fait, c'est que des gags qui fonctionnent pas et qui même tuent, à mon sens, parce que la deuxième partie, elle avait un enjeu qui aurait pu être complètement dramatique, et ben les gags tuent tout. Parce qu'on a un Mando qui est mal en point, Ouais. qui s'est fait empoisonner, on sait pas trop. Alors Grogu utilise la force pour soigner, mais en vrai on sait même pas s'il a juste refermé la plaie, si le poison est toujours là. En fait on ne sait rien. On sait rien. T'as un Grogu qui se balade dans une planète hyper hostile, hyper chillax, en mode je peux aller où je veux, machin. Il vole quand même un poisson à un pêcheur dont il ne connaît pas. Et ça fonctionne. Et justement, ce pêcheur, son intérêt à lui, c'est d'avoir dit à Grogu, prends soin de ton père, mais attends-toi à dire au revoir. Et là, je me suis dit, ok, donc là, le film va faire un choix très fort, il va tuer Mando. Parce qu'encore une fois, Mando n'est pas immortel, ça reste un humain, même si c'est un Mandalorien, un soldat d'élite. C'est un humain. Grogu a participé, enfin, a vu de ses yeux l'Ordre 66. Ça y est dans la série, tu vois. Donc tu te dis, tôt ou tard, Grogu va perdurer, Mando va mourir, tu vois. Donc c'est bien d'amener aussi ce sujet-là. Complètement squeezé par le gag du casque, qui n'est pas drôle, qui est en plus, à 5 reprises, je crois. Ah oui, quand il colle le casque au fond de la grotte, là, c'est long. Putain. C'est gênant en fait. Et moi, je voulais pas ce comic relief, je l'ai eu. C'était long, ça fait pas avancer grand chose. Autant moi, comme j'avais pas d'attente particulière, franchement, j'ai pas cru une seule seconde qu'ils allaient tuer quelqu'un. Ouais. Puisque pour moi c'est un filler, donc par définition il se passe rien d'important. Par contre ouais, c'est long de fou furieux avec Grogu là, c'est 20 minutes dans la forêt où il parle pas. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a vraiment un problème de réal sur la façon dont Mando est empoisonné. On ne voit rien, c'est-à-dire que moi je vois un mec allongé pendant 4 jours à ne pas bouger, et d'un coup il se relève et tout va bien. Ils ont pas réussi à trouver une bonne idée pour montrer qu'il est en train de se battre contre le poison. Ouais. Je sais pas, un plan où tu vois sa poitrine, que quand il respire, il a un peu de mal, un son, n'importe quoi. Là, il n'y a rien. Jon Favreau et son équipe n'ont pas trouvé une seule bonne idée de réal sur Mando empoisonné. Alors que je pense qu'ils auraient pu prendre sur un personnage qu'on voit pas beaucoup dans Star Wars et qui est anecdotique, genre Dark Vador, qui est aussi... qui est... Postologie. Dark Vador, quand il est mis à mal, bien que ça soit monstrueusement rare, ça se voit. Ça s'entend à sa respiration, ouais. Ça se voit à ses mouvements. Là, c'est vrai que Mando, il mange, il boit par l'opération du Saint-Esprit ou de la Sainte Force. Parce que Grogu arrive, non mais vraiment, sans même lever le casque, hop, un coup de tube et... C'est toi quand tu vas chercher un truc sur le canapé, tu passes la main comme ça et t'espères tomber sur quelque chose. Oh là. Mais j'ai l'impression que Favreau voulait pas faire cette deuxième partie. Hein. Et d'ailleurs, on est passé un petit peu vite, mais juste avant ça, la raison d'ailleurs de l'empoisonnement de Mandalorian, c'est son combat contre le dragon des mers, je sais pas comment il l'appelle. Encore une fois, créature que je trouve très chouette. Par contre, pourquoi avoir enlevé le masque de Mando ? Ah oui, c'est vrai, si on remet... Ouais, genre à quoi ça servait de lui retirer son masque, à part pour montrer, je vous jure, c'est Pedro Pascal en dessous, on se fout pas de votre gueule. Et sachant qu'il l'enlève, il se le fait enlever, ok, il faut être honnête, il se le fait enlever. 10 minutes après, il l'a retrouvé et on avance quoi. Ça ne servait à rien du tout. C'est vrai que quand ils l'ont jeté, je me suis dit, non, si tu veux l'humilier jusqu'au bout, donne-lui l'impossibilité de le remettre quoi qu'il arrive. Surtout qu'en plus, et tu me le disais, il n'a pas passé toute une saison La saison 3, finalement, je crois que c'est les 2 premiers épisodes, hein, c'est l'enjeu. C'est Mando qui veut être réhabilité. Donc il passe quand même 2 épisodes à risquer sa vie, aller sur une planète hostile que la sienne pour pouvoir prétendre être Mandalorien et ne plus jamais enlever son casque. Je le place ici, mais juste avant, il se fait capturer par un autre personnage, par Janou. Oui. Janou qui veut le forcer à combattre. Oui. J'aurais trouvé ça plus intéressant que ce soit Janou qui lui enlève son masque et qui lui dise tu vas combattre pour récupérer ton masque, puisque c'est ça ta fierté de Mandalorien. Mais non, bon bref, il fallait montrer Pedro quoi. Et tu crois que c'est lui qui l'a demandé ? Franchement j'en sais rien, je pense qu'on saura jamais vraiment, mais ça fait vraiment commande quoi. C'est surtout que... En mode c'est contractuel, tu vois ce que je veux dire ? Surtout qu'en plus moi j'ai une take sur les personnages masqués au cinéma, vous ne pouvez pas enlever le casque ou le masque si ce n'est pour annoncer la fin ou la mort du personnage. Je reprends l'exemple Vador. Vador fait peur. C'est un seigneur Sith, le N+2 de l'entreprise de l'Empire. Il fait peur, il est impitoyable, il est imprévisible, il respire fort. Enfin, il est menaçant, ne serait-ce que par sa présence. Quand Luke enlève son casque, c'est pas que la révélation du visage, c'est la fin du mythe Vador. Ouais, parce que Vador, ce seigneur Sith qui nous a tant fait peur pendant 3 épisodes, n'est que finalement un vieillard vert mourant. Et pour moi, ça a de l'impact. C'est pour ça que j'avais bien aimé les 3 premiers épisodes, parce qu'avec le recul, on se dit, en fait, Lucas a passé 3 épisodes à remettre le casque de Vador.
à le voir progressivement prendre part d'Anakin. Un casque, c'est important. Si vous mettez un personnage masqué ou casqué, c'est important. C'est l'erreur qu'ils ont fait avec Kylo Ren, qui était un peu... Voilà, on se dit, ok, lui, il est assez énervé, il est puissant, il arrête les blasters. Putain, il enlève son casque. Et en plus, Adam Driver, bah pareil que Pedro, ça marche pas trop. Ils ont fait un personnage casqué très charismatique, et ça marche pas. C'est pas qu'il manque de charisme, c'est juste qu'ils avaient élevé vraiment le niveau. Un casque, ça, c'est le mystère. C'est très dur d'avoir un visage qui permet de faire perdurer ce mystère. C'est vrai que Pedro Pascal, là, pour la deuxième fois où il l'enlève, en fait, Ça tue. je suis presque déçu à chaque fois. Bah, ça tue Ah le oui, mythe. c'est Pedro Pascal. Ça tue le mythe. Peut-être aussi parce que c'est un acteur qu'on voit beaucoup. Genre, il enlève le masque et... Dwayne c'est- Johnson. Christian Clavier. Oh, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu dans l'espace? Ah bah d'accord. Non mais tu sais, il y a ce truc, on le voit partout et c'est genre, c'est Pedro Pascal, quoi. Ouais, bah je le connais, son visage, je le connais C'est- trop bien. Il y a ça, et pour reprendre mon bingo, le deuxième truc, je ne voulais pas de la République, ou du moins des rebelles, avec ces X-Wing salvateurs qui sauvent tout le monde. Je ne voulais pas cette image des X-Wing qui débarquent de nulle part. C'est genre Mando sur la gauche. Et je vous jure, c'est littéralement le plan que je voulais pas voir. Les X-Wing qui descendent Qui descendent. et qui les sauvent sauveurs. tout le monde. En plus, il n'y a pas un chasseur qui meurt. C'est un 100%. 100%. Sachant qu'ils sont du coup venus sauver un prestataire de service. Un freelance. Un freelance. Un indé. Bah Voilà. d'accord, ok, Il- vous allez vraiment mettre dans la balance le matos qui vous coûte super cher, j'imagine. Les hommes, vous n'avez pas beaucoup de gens, vous êtes une rébellion. L'enjeu politique. L'enjeu Parce politique. qu'elle te dit, Parce ouais, que vous attaquez les huts. et puis on a établi pendant plusieurs années une communication ouais. saine. Et là, vous attaquez leur base. Tout ça pour sauver Mandalorian, le freelance. C'est bizarre. Saupoudré de on est les rebelles, nous. On sacrifie personne, on sauve nos collègues. Alors c'est marrant parce que dans la saison 3 de Mandalorian, justement, on nous décrit une nouvelle république qui ne sait pas se positionner. Ouais. Parce que si un système est hors de sa confédération, bah, elle ne sait pas se positionner. Bah, d'un autre côté, oui, on veut sauver tout le monde. Mais d'un autre côté, on est un régime où on protège nos adhérents à ce régime. Et ça, c'était très nuancé et c'était très chouette. Parce que ça amène des divergences. Les rebelles qui sont en mode, bah, attendez, je croyais qu'on sauvait tout le monde. Et la République qui dit, ah non, 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 on essaye de faire en sorte que la galaxie soit en paix. C'est deux choses complètement différentes. Ces enjeux-là complètement effacés à coup de on sauve tout le monde. Et alors, le plan de carrière de Rota, il faut qu'on en parle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, je l'aimais bien, Rota. Hein. Un frérot, hein, quand il se bat dans l'arène et Allez tout. sur Indeed. Super, hein. Cherche job. Rota, c'est quand même un personnage, on nous le présente comme sa seule envie, c'est d'être libre, de se libérer du poids du nom de son père. Et des Hutt, en C'est général. le fils de Jabba le Hutt, c'est The Hutt. Il incarne plus que les Hutt, il incarne la terreur Hutt en étant le fils de Jabba. Ah ouais. Il arrive à retrouver sa liberté et la première chose qu'il fait, c'est s'enrôler, S'embrigader dans l'armée, embrigader dans l'armée de la Nouvelle République. qui était l'ennemi de son père. Imagine comment les rebelles voient Jabba en fait. Non mais vraiment, c'est le fils de la larve qui a mis leur princesse en string. Et la seule chose qu'il trouve le moyen de faire, c'est même pas de se méfier, c'est de dire « Ah, je dois avoir une tenue à ta taille ». Instantanément recruté, il n'y a pas d'embrouille. Hein. Comme quoi, vous voyez, Macron avait raison. Il suffit de traverser une planète, vous avez du taf. Les rebelles recrutent. Et c'est con parce que Rota était super bien écrit, des enjeux de fou, un passif de fou, et la fin tue tout. Et en fait, c'est ça, c'est parce que le manichéisme Star Wars, les méchants, les gentils, et tu ne peux pas te permettre. Alors que, putain, Mandalorian est ce personnage gris. Mando, c'est un chasseur de primes. Il est là pour sa mission. Qui sauve un méchant, un gentil, il s'en fout. Il a une mission. Il doit accomplir sa mission. Point. C'est comme ça. Donc c'est un personnage gris, ou du moins qui ne veut pas rentrer dans la guerre République. Ah bah là, il a les deux pieds dedans. Hein. Et là, c'est complètement. C'est whipping. Tout est whipping parce que y a les gentils, il y a les méchants. Et même, on est à deux doigts de me faire croire que Mando va porter la tenue des rebelles, quoi. Non, mais en fait, toi, tu m'as dit un truc qui est tellement vrai. Mais est-ce que le film n'aurait pas dû être la saison 3? Totalement. Je rappelle vite fait, j'essaye de pitcher la saison 3. Un clan de soldats d'élite désunifiés, suite à la frappe d'un empire galactique, va se réunifier pour conquérir leur planète d'origine. C'est quand même sacrément stylé. Ça a de la gueule. Ah ouais. Bah ouais, on avait une planète, on veut la récupérer. Ok, on croit plus aux mêmes choses, c'est pas grave, on reste des Mandaloriens. Tu l'as ton film. En fait, c'est vraiment l'histoire de Mando. Ce qui lui tient à cœur à ce type qui ne fait que des missions les unes après les autres pour l'argent, et bah non, là, il y a un truc qui est plus grand, la reconquête de sa planète avec son peuple. Son identité. Et c'est pas ça le film. Voilà. Et d'ailleurs, Ça, c'est la saison 3. au passage, les X-Wing salvateurs, pourquoi c'est pas les Mandaloriens qui sont allés sauver l'un des leurs? Bah ouais, Attendez, ils sont tous morts dans le dernier épisode? je m'en souviens plus. J'aimerais bien lui répondre, mais je ne me souviens plus du dernier non, épisode mais de la saison 3. C'est plus cohérent de rappeler un peu qu'ils ont été réunifiés finalement. Il y a un vrai raté là-dessus. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que Mandalorian est un produit série. Et que les films, s'il y en a d'autres, en tout cas ce film, Ouais.
c'est du filler. Il Exactement. ne se passera jamais rien d'important dans les films mandaloriens, puisque le vrai produit, c'est la série. Ce qui est chelou, puisqu'on a plus l'habitude de voir l'inverse. Souvent, Oui, c'est vrai. le vrai gros produit de la franchise, c'est au le cinéma. Et avec des séries, on va faire des chemins un peu parallèles, des histoires Briques, annexes. voilà. Et là, non. Là, Mandalorian est un produit de série, pensé pour, étudié pour, et rien de plus. Et il y a un truc qui, à mon sens, et ça va être ma take sur le cinéma, parce que le cinéma n'est pas en bonne santé, il faut quand même le dire, qui plus est dans le contexte politique français actuel. Oui, On faut rajoute quand même une- le ça, dire. ça rajoute une couche. Le cinéma, c'est une expérience. On ne peut pas transvaser les épisodes d'une série au cinéma. Ça ne fonctionne pas parce que c'est une expérience qui, mine de rien, coûte de plus en plus cher. Je veux dire, une famille, nous on a vu une famille hier, on s'est dit putain, il y a 90 balles sur la table quoi, pour aller voir Star Wars. C'est cher et c'est surtout que si vous faites un film, il doit se passer quelque chose. Vous devez raconter une histoire et comment ça se passe? C'est pas compliqué, il y a 2 éléments. Le premier, c'est les personnages. C'est écrire correctement ces personnages. C'est qu'ils aient un enjeu qui leur est propre, une identité qui leur est propre et surtout une conquête qui leur est propre, à laquelle vous vous identifiez. Quand un personnage porte les valeurs que vous incarnez, ben vous n'avez pas envie qu'il meure, vous avez même envie qu'il gagne. Ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui fait que le film vous procure des émotions positives ou on va dire négatives, tristes plus que négatives, mais au moins le cinéma a fait ça, par le grand écran, les musiques, l'ambiance. Vous êtes plongé, vous êtes omnibulé par l'écran. Et après, il y a ce qu'on appelle tout simplement le récit, le schéma narratif. Situation initiale, élément perturbateur, les péripéties, l'élément de résolution, la situation finale. Si la situation initiale égale situation finale, vous n'avez rien à rencontrer. Les personnages n'ont pas évolué, il ne s'est rien passé. L'élément perturbateur, c'est un obstacle, un méchant ou une catastrophe, bref, peu importe. Qui fait que les gentils, ou du moins les protagonistes, sont mis à mal, vont passer tout le récit à essayer de comprendre ce qui s'est passé, d'évoluer en eux-mêmes pour résoudre la situation et évoluer. Et bien encore une fois, que ce soit Mario ou Star Wars, c'est notre deuxième critique, même constat. Même constat sur les 2 films. Vous nous racontez rien, ce n'est qu'un super diapo accompagné de super musique avec des personnages auxquels on s'est un peu attaché parce que la série était sympathique. 15 balles, je veux une histoire. Si tu me fais pas chialer, t'as quasiment, et c'est facile de me faire chialer, hein. Je suis allé à Orlando, j'ai vu le Faucon Millenium, j'ai pleuré. Star Wars peut me faire chialer. Juste me dire, ouais, c'est sympathique, ce n'est pas suffisant. Le problème, c'est qu'à 15 balles, tu prends un mois d'abonnement Disney+, et tu regardes toute la série Mandalorian, et t'as mieux, plus long, plus complet, Et en plus, t'as la modularité de tu regardes quand et tu regardes quand tu veux. Donc ça me fait chier, mais il y a un moment, si le film, c'est 2 épisodes de série collés, il faut les comparer dans ce cas-là. Ouais, attends qu'ils sortent. Et attends qu'ils sortent. Ouais. 15 balles, ça fait mal. Parce que je sais pas s'il y aura une saison 4. Entre la fin de saison 3 et début de saison 4, les personnages sont les mêmes, pas d'évolution. Allez, on a Rota, qui est introduit. Ouais, c'est ça. Introduction de Rota. C'est ça. Bah écoutez, Donc, voilà. fin de la critique. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Pour une prochaine critique. Ciao. Salut!